Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour la présentation de Dune Imperium. Donc cette fois-ci, je vais vous donner mon avis critique à la suite de la précédente vidéo qui faisait un unboxing. Donc Dune Imperium, c'est le jeu sous licence avec toute l'iconographie du film de Villeneuve et qui reprend des systèmes connus de type deck building, jeu de placement d'ouvriers et un peu jeu de conflit, jeu de majorité. Parce que vous n'avez pas à bouger vos unités et elles ne sont pas différenciées. C'est plus un équivalent de majorité. Et donc je vais vous donner mon avis sur le jeu, en sachant que j'ai fait une bonne dizaine de parties dans différentes configurations. Alors, je vais vous expliquer un petit peu très rapidement le concept du jeu. Quand je parle de deck building, vous commencez avec une main de cartes d'une dizaine, un paquet de 10 cartes. Donc vous allez en piocher 5 au premier tour et vous en piochez à chaque fois 5. Donc au deuxième tour, vous avez les 5 cartes qui vous restent, que vous n'avez pas encore piochées. Et au troisième tour, vous remélangez la pioche et éventuellement, comme vous avez acheté des cartes au fur et à mesure de la partie, elles vont pouvoir être recyclées. Il faut savoir que le jeu dure 10 tours ou jusqu'à qu'un joueur atteint au moins 10 points de victoire. Et dans ce cas-là, c'est la fin de partie. Donc il y a du deck building, mais pas que. Et ce n'est pas un jeu de pur deck building. Vous allez faire un peu de deck building. Donc, et votre main de départ, vous allez l'enrichir. Là où le mécanisme est assez intéressant, c'est qu'en fait, vous avez aussi un système de placement d'ouvriers. Donc, vous commencez le jeu avec deux petits ouvriers et éventuellement, vous allez en acquérir un troisième. Alors, quand je dis éventuellement, bien souvent, vous allez en acquérir un troisième et vous allez pouvoir aller sur des cases, sur des lieux qui vont vous rapporter des ressources. Donc, c'est aussi un jeu de ressources. Alors, il n'y a pas énormément de ressources et ça, c'est plutôt bien dans le sens où il y a trois ressources argent, épices, eau et aussi des ressources, on va dire, militaires, qui est déjà une forme de ressource. Et à la limite, on pourra aussi rajouter les points de victoire, qui est une ressource rare. Et donc, il va y avoir une rivière de 5 cartes dans ce jeu-là, et vous allez pouvoir les acheter avec les valeurs qui seront en dessous des cartes. Donc, soit vous les utilisez, vos cartes, vous allez soit les utiliser pour vous placer. Donc, il y a un marqueur sur le côté gauche qui va vous dire dans quel type de zone vous pouvez aller, et dans ce cas-là, vous choisissez. Certaines zones vont vous demander de payer des ressources, et vous voyez le système très classique de placement avec des ressources. Il vous faut certaines ressources pour gagner certaines ressources. Et avec ces ressources-là, vous allez pouvoir les convertir en d'autres ressources. Et ces ressources vont vous donner éventuellement des points de victoire. Donc ce système de deck building et de placement d'ouvriers est très bien imbriqué. Et en même temps, il y a un petit système, je dirais, d'influence pour gagner des points de victoire. Donc il y a 4 pistes d'influence qui sont thématisés. Là, vous avez les Fremen, les Bene Gesserit, et qui vont vous permettre d'avoir des petits avantages et des cartes victoire. Euh, un, autre, un autre truc un petit peu sympa, c'est que vous avez des cartes intrigues. Donc, les cartes intrigues, vous allez pouvoir en acquérir en allant sur certaines zones du jeu. Vous êtes limité au nombre de maximum, et ces cartes intrigues, un peu comme dans le jeu, vont pouvoir faire des petits twists. Vous donner un avantage sur les points de victoire, vous donner des ressources, vous donner un avantage en cas de conflit. Donc, toutes ces mécanismes-là sont plutôt bien imbriquées les unes avec les autres. Euh, il y a un petit côté Narak, mais je reviendrai ça plus tard en faisant un peu un comparatif. Et donc, en même temps, vous avez une course au point de victoire, parce que de toute façon, ça peut finir au tour 8, 9 ou éventuellement 10, ça dépendra. Mais c'est celui qui atteint le plus rapidement des points de victoire. Donc, en fait, en fonction du nombre de joueurs, vous allez avoir un jeu dans lequel vous n'aurez pas tout à fait les mêmes sensations, mais le mécanisme sera toujours là. Donc, je vais vous donner mon avis sur le jeu. Pour moi, le jeu est plutôt bon. Et je vais vous donner l'avis sur le jeu solo. Alors, il faut savoir que ce jeu-là, quand vous jouez en solo ou à deux, il y a toujours un automa pour qu'il y ait en fait trois camps. Donc, ça permet de garder la mécanique de blocage des lieux et des espaces où vous pouvez aller avec vos ouvriers. Et donc, quand vous jouez en solo, vous allez avoir deux factions qui vont être reprises par un paquet de cartes automa, où moi j'ai utilisé l'application directement. Et l'application, ça permet en fait d'avoir un paquet de cartes. Et plutôt que gérer le paquet de cartes et le remélanger, vous allez sur la tablette ou le téléphone. Et puis si vous pouvez le bloquer dans un certain coin, ça vous permet juste d'avoir appuyé. Vous avez la carte, vous appuyez la carte. Quand le paquet est fini, le jeu le remélange tout de suite, l'ordinateur, et vous refait le paquet de cartes. En plus,
plus, vous pouvez choisir vos personnages, donc ça vous donne vraiment un petit confort et ça prend pas forcément beaucoup de place. Donc moi j'ai joué beaucoup en solo, j'en ai fait quelques parties. Euh, c'est pas un jeu solo en lui-même, vaut mieux le jouer à 3-4 parce que comme c'est un jeu de course, comme c'est un jeu de placement d'ouvriers, le fait que vous ayez un automate qui va vous piquer des lieux que vous ayez peut-être envie, c'est complètement aléatoire et un petit peu artificiel. Donc voilà, moi j'ai fait quelques parties solo, ça m'a plu, c'était intéressant, j'en referai peut-être dans quelques temps, mais voilà, c'était plus pour manipuler le matériel et puis l'excitation de jouer, hein. Quand on a un jeu nouveau, on a envie d'y jouer, et puis vous n'avez pas forcément le soir même des gens avec qui y jouer, donc voilà, le solo, c'est plus se passer un bon petit moment. Il faut compter à peu près 1 heure quand on joue en solo. Donc je vais vous faire aussi sur les parties 3 et 4 joueurs. Donc là, on est vraiment sur du vrai multi. Alors juste un petit retour en arrière. Quand vous jouez à 2 joueurs, vous avez un automate qui fait le troisième camp. Donc j'ai jamais essayé cette configuration-là, mais j'imagine qu'un jeu de placement à 2, c'est toujours un des jeux très tactiques où vous essayez à la fois de vous développer et aussi de vous penser à bloquer l'autre. Et en sachant qu'il y aura le troisième, l'automate qui sera un troisième joueur un peu fictif, qui va vous piquer des placements et des ressources. Bon, il y a peut-être mieux comme jeu un peu plus Eurogame, mais pourquoi pas. Voilà, je pense que ça peut faire l'affaire. Un ou deux joueurs, c'est pas délirant, quoi. Voilà, on commence à rentrer dans le jeu à 3-4. Alors, moi, j'ai fait quelques parties à 3 joueurs. 3 joueurs, c'est pas mal, c'est bien. J'ai bien aimé. J'avais vu sur BGG que c'était la meilleure configuration, mais j'en suis pas sûr. L'avantage, c'est que bah, vous avez déjà la course qui commence à se faire, vous avez les cartes intrigues qui commencent à se faire, vous avez les conflits, là c'est la zone de conflit, vous avez vos petits jetons, chaque fin de tour, bah, vous avez un conflit qui est fait qui vous fait gagner éventuellement des ressources ou des points de victoire. Et voilà, alors à 3, ça finit souvent en duel, parfois on se met à 3 dessus, mais il y a vite fait le troisième qui renonce face à l'enchère, donc c'est plutôt les deux qui prennent le lead. Donc à 3 jours, c'était pas mal, c'était un bon jeu, ça dure à peu près 1h30, il faut compter à 3 joueurs. Le jeu reste sympathique. J'y ai joué aussi à 4 joueurs et là je trouve le jeu quand même mieux. Il est mieux parce que vous avez des courses un peu partout qui se font. Vous avez là les courses sur les pistes d'influence qui sont un peu plus chaotiques. Le jeu devient beaucoup plus chaotique avec des intrigues, des conflits, des retournements, euh, des espaces qui sont de plus en plus restreints parce que, et une moins bonne maîtrise du jeu. Parce que sur la rivière, vous avez une rivière pour faire votre deck building. Bah, les cartes peuvent éventuellement tourner plus vite. C'est difficile d'anticiper. Quand vous êtes dernier, vous savez qu'au niveau des cartes, ça va être compliqué. Même si être dernier dans ce jeu-là, c'est parfois un avantage, vu que vous êtes le dernier à vous placer, ça vous donne des avantages pour les conflits, vu que vous pouvez envoyer vos troupes au dernier moment. Mais tout ça, ça peut se gérer aussi. Donc 4 joueurs, j'ai trouvé à la fois le jeu plus chaotique, mais à la fois plus drôle, plus rigolant, avec des twists. Ce jeu-là, globalement, c'est pas un jeu très précis. Alors déjà, quand il y a du deck building, par définition, il y a de l'aléatoire. A fortiori, quand vous remélangez votre paquet à chaque fin d'épuisement de deck, donc vous le remélangez complètement, donc il n'y a pas de contrôle sur comment les cartes vont arriver. Alors après, vous pouvez aussi piocher des cartes. Vous pouvez aussi vous retirer des cartes, donc vous pouvez un petit peu filtrer votre jeu, mais pas énormément. Enfin, pas énormément. Un peu, mais pas. Vous commencez avec 10 cartes, vous allez dans une partie, dans le meilleur des cas, vous allez en réduire 4 ou 5 ou 6, mais voilà. Pareil, il y a un petit course à avoir le plus de cartes en main aussi, donc avec certains lieux qui vont vous donner des cartes supplémentaires, et ça, c'est un des gros points du jeu qu'on voit pas forcément, c'est que avoir beaucoup de cartes, c'est avoir beaucoup de possibilités d'action et aussi pouvoir acheter les cartes les plus chères. Chacune des cartes a des coûts en haut à droite et plus elles sont fortes, plus en gros elles coûtent cher. Donc renforcer ses cartes avec des grosses cartes, renforcer son paquet de cartes avec des grosses cartes, c'est comme une stratégie tout en le filtrant. Donc voilà, moi pour en revenir sur le jeu à 4, l'avantage c'est que les intrigues partent dans tous les sens, ça va dans tous les sens, et vous faites un peu votre jeu, et puis vous essayez un petit peu de sortir du truc. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que les conflits, quand vous êtes 4 joueurs, bah, vous n'allez pas aller sur tous les conflits, et il va y avoir beaucoup plus de challenge, parce qu'à tout moment, quelqu'un peut rentrer dans le conflit. Si les joueurs sont très timides, bah, il y en a quand même un qui va pousser, puis peut-être éventuellement un deuxième, puis peut-être éventuellement un troisième, et le quatrième va hésiter, ou peut-être qu'il a une carte qui va lui permettre de mettre beaucoup d'armées. Donc
vous avez des possibilités très amusantes à 4. Je trouve le jeu plus fun à 4 en fait. Je crois que ça se sentit. Alors, il y a eu des discussions aussi sur le jeu, sur notamment certaines cartes intrigues. Certaines cartes intrigues rapportent directement des points de victoire, donc ces symboles-là, même si là, ce n'est pas une carte intrigue. Sur l'équilibre de ces cartes intrigues, parce qu'il y a un peu à boire et à manger dans ces cartes intrigues. Vous avez des cartes intrigues qui peuvent vous donner juste un petit bonus pour acheter des cartes, d'autres qui peuvent vous donner contre 4 espices un point de victoire, d'autres qui vous permettent, voilà, de gagner un peu d'argent, juste une autre tout simplement. C'est peut-être parfois un peu court. Et pourtant, je trouve que le jeu est relativement équilibré. Notamment alors celle qui faisait le plus polémique, c'était les cartes de fin de partie où vous pouvez peut-être gagner jusqu'à 2 points de victoire sur une fin de partie. Mais tout ça, c'est à pondérer pour avoir fait pas mal de jeux. En fait, moi j'ai lu aussi des critiques de ce jeu-là et le souci, c'est quand on n'y joue pas beaucoup, au moins une dizaine de fois, on passe à côté de certains trucs. Et ce jeu est assez bien équilibré. Il est très bien équilibré, même si le fait de piocher ses cartes, de piocher des cartes intrigues, rend le jeu chaotique, comme je le disais, un peu aléatoire, mais il est amusant, avec des retournements de situation, et je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait des cartes tellement démesurées. Après, vous pouvez faire des combos, il y a des combos avec la rivière, où vous pouvez faire perdre des cartes à d'autres joueurs. J'ai un joueur qui l'a fait sur une partie, c'était assez fort, mais à la limite, c'est pas évident à placer, c'est pas évident à faire. Donc voilà, c'est une construction de deck et pendant que vous faites ça, vous ne faites pas autre chose. Donc il y a possibilité de retrouver des cartes sur les marchés qui sont plus fortes que d'autres, mais à vous de saisir les opportunités. C'est un jeu qui est finalement très opportuniste. Si vous essayez de jouer, de construire sur 5 ou 6 tours, c'est quasiment impossible. A fortiori quand vous jouez à 4, peut-être ça l'est déjà moins sur A3, mais vous pouvez partir sur une stratégie, ce que je veux dire par là, mais il va falloir être opportuniste, pas laisser filer certains joueurs, essayer de bien contrôler où vous en êtes. Voilà, donc le jeu est pour moi même très bon. Je crois qu'il est noté à 8,4 sur BGG, donc c'est plutôt une très bonne note. Et donc ce jeu m'a plu. Voilà, il est trouvable à 45-50 euros. Et à l'heure où je vous parle, il y a une extension qui est en cours d'impression. Donc c'est l'extension X qui va rajouter des nouvelles cartes supplémentaires et aussi un nouveau type d'unités de combat et aussi des nouveaux personnages. Donc vous en avez 8 au début qui correspondent à des maisons. Et là aussi, c'est un petit truc sympa du jeu, c'est que vous avez de l'asymétrie sur les clans. Donc c'est une petite asymétrie, mais c'est bien une petite asymétrie parce que ça vous fait une légère orientation sur le jeu sans vous conditionner votre partie de jeu. Voilà. Et avec des pouvoirs qui sont toujours un petit peu sympas sans être délirants. Là, vous avez le pouvoir de droite que vous allez pouvoir utiliser 3-4 fois grand maximum dans la partie. Un petit pouvoir à gauche qui va peut-être un peu tutorer votre, votre jeu, mais en vous laissant toujours de la liberté quand même. Voilà. Le seul truc qu'il peut y avoir, c'est effectivement, est-ce que prendre le troisième ouvrier, c'est important? A priori, oui. Est-ce que aller sur la case qui vous permet d'avoir un bonus pour acheter chaque tour des cartes, un petit bonus de 2, est-ce que c'est très intéressant? A priori, oui. Donc maintenant, je pense que voilà, j'ai fait que 10 parties, mais je pense que le jeu a été bien testé, bien calibré et qu'il a beaucoup de richesse à offrir et de profondeur à offrir à l'usage. Autre chose que je voulais vous dire, c'est aussi par rapport à Narak, où j'ai fait des dizaines de parties. Alors j'ai joué surtout sur BGA avec le confinement et tout ça, mais j'ai fait quelques parties en live. Donc on les a souvent comparés, les deux jeux, parce que ce sont deux jeux qui mélangent un petit peu des différents concepts. Narak, ça mélange un peu de deck building, un peu de placement d'ouvriers, parce que là encore, vous avez que 2 ouvriers. Alors là, pour le coup, c'est quasiment toute la partie, vous avez 2 ouvriers et en même temps vous avez des pistes où vous montez. Et là aussi finalement il y a encore des pistes à point de victoire, même si le mécanisme est quand même complètement différent. Et aussi quelques ressources, pas énormément, qui vous permettent de faire des points de victoire. Donc Narak dans l'absolu est quand même beaucoup plus riche, beaucoup moins chaotique, beaucoup plus calculatoire. Sur Narak, vous anticipez vos mouvements plusieurs tours à l'avance, vous partez sur une stratégie aussi. Alors pareil, comme dans Dune, par contre, vous avez une stratégie. Est-ce que je vais favoriser le deck building? Est-ce que je vais favoriser certains types d'actions? Donc là, c'est les grands anciens. Bah, dans Narak, vous êtes toujours un peu obligé de faire un petit peu de tout et privilégier
certains aspects du jeu en fonction de ce qui se présente. Donc là aussi, vous avez ça selon les cartes que vous allez avoir sur les rivières et le deck building. Vous allez peut-être avoir des influences qui vont se faire plus dans certaines choses, et en fonction des conflits qui vont apparaître, vous allez peut-être être un peu orienté. Donc les jeux se ressemblent, mais c'était pas Dune est plus fun. Il est moins calculatoire, il est peut-être plus court aussi, je pense. Euh, Parce que les derniers tours sur Narak, comme c'est calculatoire, ça peut être un peu long. Donc là, il est beaucoup plus spontané. Donc c'est des sensations relativement différentes, mais c'est des jeux modernes dans le sens où ils combinent plusieurs systèmes. Et voilà, moi j'aime bien les deux. Là, j'ai beaucoup joué à Narak, donc là je suis plus sur la période Dune, donc je préfère Dune, surtout que le film va bientôt sortir. Donc voilà, et puis je suis un lecteur du livre, donc Dune a un thème qui parle un peu plus grâce à son iconographie, même si thématiquement parlant, un peu comme dans Narak. Narak, vous êtes des explorateurs, mais ça reste un petit peu plaqué. C'est un jeu de piste, de remonter sur la piste, de jeu de, voilà, c'est pas une exploration. Il y a pas de narratif dans Dune non plus. Il y a pas Imperium, il n'y a pas de narratif, absolument pas. Donc voilà, vous faites un petit peu votre délire avec Rabban la Bête, avec Paul Atreides qui a justement un petit pouvoir de préscience. Donc ça c'est appréciable, hein, mais ça fait pas vraiment l'immersion totale. Voilà. Après, on a aussi parlé pas mal du jeu du plateau qui était un peu sombre. Donc, effectivement, ce plateau est un peu sombre, mais dans les trailers que j'ai vus du film, ça correspond vraiment à l'image de Villeneuve, du réalisateur, qui a voulu quelque chose au niveau des couleurs très sombre, très noir, très ocre. Et donc, voilà, beaucoup de choses ont été dites sur le film, mais je trouve qu'au niveau de la qualité des cartes, on est absolument par contre dans le film. Et je pense que si le film était sorti et que le jeu était sorti quelques jours après, le jeu aurait vraiment cartonné et l'immersion aurait été encore beaucoup plus forte. Donc voilà pour ma chronique sur Dune Imperium. Si vous-même vous avez expérimenté le jeu, avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce vers le haut, un petit like, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. À bientôt, au revoir.